Qui veut parler? Au féminin. Aujourd'hui, je me suis intéressée aux institutions, puisque c'est le sujet de ce soir. Et là, je me suis dit, attention ma cocotte, là, c'est du lourd, du costaud, même, et t'as pas fait le droit. Mais au fond, est-ce que nos élus ont fait droit eux aussi? Pas sûr. Donc fouille un peu sur Internet et tu trouveras bien quelque chose. Parce qu'au moins, tu t'y connais en archéologie et c'est toujours amusant de gratter. Alors j'ai gratté. Oui, j'ai gratté en premier du côté de la Constitution de notre République. Car l'une des revendications la plus demandée, c'est la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Et quand vous en parlez avec des élus de tous bords, c'est « Non mais c'est pas possible, on fait comment pour travailler ?» Mais quand vous lisez le texte officiel, il dit ceci, titre 4, article 24, « Les députés ne peuvent excéder 577 et les sénateurs 348. » Et un peu plus loin, titre 6, article 54 sur les accords internationaux, le Conseil constitutionnel peut être saisi par 60 députés ou 60 sénateurs pour déclarer un engagement contraire à la Constitution. Alors j'ai pris ma calculette. Si le maximum est de 577, mais que 60 suffisent pour saisir le Conseil, alors il y en a 517 de trop. Donc en proposant 2 députés par département, soit 101 x 2, 202, on est pas mal. Et en encourageant les femmes à y participer, journée de la femme oblige, on aurait plus facilement la parité, puisqu'actuellement on est arrivé à 224 femmes, soit 38% de l'hémicycle. Ce serait plus facile aussi oui, si ces messieurs vous laissiez les femmes mettre un peu d'ordre dans l'organisation du travail des députés. Car quand vous lisez à l'article 28 que la session va d'octobre à juin et que le nombre de jours de séance ne peut excéder 120 jours par session, en comptant 20 jours ouvrés par mois, cela représente 6 mois de l'année sur les 9 de session. Vous vous dites qu'ils ne traduisent pas bien le français de la même façon que vous et moi. Alors je suis peut-être terre à terre, mais bloquer 3 jours à Paname et le reste dans sa province, ça inciterait plus les filles à s'engager que de toujours devoir se dire « Est-ce que je m'investis pour les mômes de mon quartier en étant sur le terrain et que je peux surveiller l'avancée des actions entreprises localement ?» Ou est-ce que je me coltine une séance de nuit parce que la loi en préparation ne me plaît pas? Et c'est sans compter sur le repas dominical de Tata Odette, ou le cours de danse de l'aîné et le cours du rattrapage du dernier à surveiller. Mais je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je suis allée à l'autre bout du chantier de fouilles, dans les strates inférieures, et comme je me suis dit que l'on parlait aussi de réchauffement climatique, on peut enlever quelques couches et surépaisseurs sans problème, car quand vous découvrez le sommet d'une pyramide, ce qui vous intéresse, c'est son entrée, pas le reste. Pas la peine de s'emmitoufler dans le surnombre d'élus et d'institutions d'organisation. Mais pourtant, les couches, ils ne connaissent que ça. Et on finit par se demander s'ils n'ont pas pris cours auprès de mon prof d'archéo qui, sur un chantier, hésitait à savoir qui des bergers nomades ou des fermiers s'étaient installés en premier, car les indices étaient mélangés. Car en grattant un peu plus, j'ai découvert le rapport de M. Anthony Taillefet, ancien doyen de fac de droit, qui en 2016 a fait une synthèse sur l'intercommunalité. Et là, il nous parle de SEM, de SPL, de PI, de PETR, de PCI, de CDICI, mais aussi de métropole, de communauté de communes, de loi MAPTAM, de la loi NOTRe. Et là, vous finissez avec un mal de tête carabiné parce que vous avez l'impression d'avoir fait l'arbre généalogique de Tante Lucie qui avait épousé son voisin et en deuxième noce son cousin pour finir avec le fils en premier lit de son premier mari. Au final, messieurs, dames, allégez un peu tout ça, mangez moins, mais mangez mieux, et n'oubliez pas que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, car les premiers à pâtir de ces imbroglios, ce sont les maires, nos élus préférés. Baromètre, justement, c'est Vipov. Très bien. On ne savait pas que vous seriez là, Monsieur Foucault. Hein. Quel est votre prénom? Rappelez-moi, vous me l'avez déjà dit. Valérie. Bon, ben moi, je suis valériste. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de fondé dans ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le même sujet? Vous. Et vous regardez le chrono, hein? 1, 2. Déjà, pour parler du temps, monsieur le maire, je pense que vous n'êtes pas le maître du temps. Et comme nous savons, le temps est en perpétuel mouvement. Eh bien, c'est eux qui, à ce moment-là, seront les maîtres du temps. Donc, le maître du temps, je l'ai regardé dans les vidéos, vous prenez 60% du temps. Donc, 4 minutes multipliées par 6, il faut qu'à 24. Donc, je manque 24 minutes par rapport à ce que vous dites.
Est-ce que vous voulez savoir le problème qui est posé, s'il est important ou pas? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est important, oui ou non? Est-ce que vous pensez que quelque chose qui est vraiment très important, on peut lui accorder que 4 minutes? Donc, pour moi, le dernier débat sera le début du premier débat. Monsieur le maire, je vous demande officiellement de faire un débat citoyen en lieu et place de celui-ci. L'organisation sur le citoyen fédérateur, son nom et personne de la génération Mimosa 4. Donc, elle se fera ici avec le même personnel technique et donc les mêmes moyens que vous avez mis pour faire le débat national. Nous ferons un débat donc citoyen et démocratique. Non, monsieur le maire, ce n'est plus le temps des Romains. Ceux qui vont mourir te saluent. Cette période a été nécessaire en son temps, mais elle est révolue, enterrée, transformée. C'est le passé du Béarn qui est présent, celui d'Henri IV, qui nous sourit et dit « Évitez mes erreurs, mais prenez exemple ». C'est le Béarn, une fois encore, qui sera relevé, la France exsangue. C'est à vous d'en décider. Vous, citoyens démocrates, qui voulez la liberté de penser, la liberté de prendre la route, la bonne route, même si les problèmes surgiront de tous bords et de toute personne. C'est à vous de dessiner les contours du futur de vos enfants. Ce sera à eux d'y faire ce qu'ils veulent en pensant au futur de leurs enfants eux-mêmes. Voici donc notre cri de guerre, en souhaitant que cela n'arrive jamais. Sauvons-nous du passé pour forger le présent et préparer le futur de nos enfants. Ces enfants sont ceux qui ont manifesté à Paris avec comme slogan « La terre, tu l'aimes ou tu la quittes ». Je parle pour les jeunes. Ce slogan peut nous servir pour beaucoup de choses. Cette époque vaut que l'on laisse également la parole à nos enfants. Ils en ont le droit, c'est leur futur, ils en ont également les devoirs. Nous, les anciens, donnons-leur notre vécu par l'intermédiaire de leurs parents qui eux-mêmes en débattront avec eux. Débattons, dialoguons, évoluons. Notre slogan sera donc, si vous le voulez, citoyen responsable et démocrate, celui-ci. Conseil venant du passé, pour le présent, c'est vous, pas de violence. Faire silence, crier les slogans toutes les minutes. Trop, c'est trop. Ça suffit. L'humain au centre de tout. Le citoyen se reprend en main. Tout ceci pour un futur à nos enfants. Maintenant, pour en revenir à l'organisation de l'État et des services, voilà ce que je propose. Ce n'est pas moi qui le propose, c'est avec tout ce que j'ai récupéré durant 3 semaines. L'idée de l'organisation de l'État et du service public se fera après en avoir débattu dans les institutions de la Ve République selon ce draft. Une idée simple qui n'est pas de moi, mais de la pensée universelle, citoyenne et philosophique. De ce côté-là, M. Bayrou, avec Platon, je pense que vous savez de quoi je parle. Les 8 piliers de la sagesse. Théoriquement, il y en a 7. Il y a un livre qui a été sorti. J'en ai rajouté un. Je vous dirai lequel. L'exécutif, suffrage universel pour le président. Le représentant, le suffrage universel pour l'Assemblée. Le représentant individuel. Le Sénat. Le Conseil constitutionnel à définir comment il va être mis. La santé, la justice. Le nouveau, la commission citoyenne. Donc en fait, le RIC, pas de le RIC comme il a été fait, mais uniquement donc, la commission citoyenne qui sera à tous les niveaux et à tous les échelons de l'État et du gouvernement. La base des piliers, ça sera l'éducation, puisque l'éducation de nos enfants feront le futur et le bonheur de demain. Seront associés à tout cela, bien sûr, tous les services tels que l'armée et les services que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne voulons pas la révolution. La révolution, elle a été faite avant. Nous voulons une dévolution. Pour moi, le passé, le présent, le futur ne feront qu'un. Mots principaux seront facilitateurs, fédérateurs, la SFP pour le raisonnement, la philosophie, les mathématiques, la technique, la physique, etc. Et ne pas oublier les artistes qui actuellement sur Pau sont maltraités d'une façon honteuse. Je peux en amener la preuve. Ils nous disent de regarder le bout du doigt alors qu'il faut regarder la lune. Nietzsche disait « Malheur à moi, je suis nuance ». Je dirais, moi, bonheur à moi, je ne suis que nuance. Et même Dieu. Bonheur à nous,
Nous sommes tous nuances. J'en ai terminé. Maintenant, par rapport à ça, si vous voulez débattre honnêtement, vous avez des questions à poser, je suis prêt à y répondre, n'importe laquelle. Et pas à faire uniquement un langage unilatéral. Voilà, merci pour avoir écouté. Bien, une voix féminine. Oui, une voix féminine. Bonjour messieurs, mesdames. Ça marche, ça y est? Ça marche pas? Si, c'est bon. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je voudrais demander à nos professeurs de droit public qu'ils expliquent de manière très simple ce qu'est le Conseil constitutionnel. Parce que beaucoup de personnes critiquent le Conseil constitutionnel, critiquent la manière dont sont nommées les personnes, parce qu'évidemment, personne n'en connaît le sens, et également le Conseil économique et social, enfin ex-Conseil économique et social, excusez-moi, je parle encore comme il s'appelait dans l'ancien temps. Parce que beaucoup, là aussi, critiquent le Conseil économique et social, considérant que c'est une voie de garage sur laquelle on met des gens pour les remercier, etc. Or, il fut un temps où ce Conseil économique et social était une tribune où s'affrontaient, ou plus exactement, où on débattait entre partenaires sociaux, représentants du patronat, représentants de la société civile, et c'était un apport d'apaisement, de conciliation à l'intérieur de la vie politique française. Donc, si vous pouviez nous expliquer et expliquer à l'Assemblée de manière très claire ce qu'est le Conseil économique et social et le Conseil constitutionnel, la manière dont sont élues les personnes et comment ils représentent éventuellement les citoyens. Merci beaucoup. On va prendre 2 questions de plus, mais ils ont bien noté vos interrogations sur le Conseil constitutionnel et l'ex-Conseil économique et social, qui est désormais environnemental aussi. Mais ils vont, les professeurs de droit éminents qui sont à la tribune vont répondre à la question. Une question masculine. Oui. On va vous apporter un micro. Non. Pardon, monsieur. Merci. Bonsoir à tous. J'aimerais exposer des pistes de réflexion à l'ensemble des concitoyens, gilets jaunes ou quidam. Il serait intéressant d'aborder le débat aussi sur le retour de la souveraineté nationale par l'abrogation de la loi de 1973, de l'abrogation du traité de Maastricht ou de l'article 123 du traité de Lisbonne, qui empêche la Banque de France d'avoir son propre financement pour les budgets, les services publics, les hôpitaux et tout ce qui contribue au bien-être de la société française et aux Français, au lieu qu'il soit utilisé en remboursement du service de la dette. Oui, c'est de la novlangue. Quitter l'Union européenne par le Frexit, qui doit être proposé au peuple par voie référendaire, permettrait de renationaliser les banques et la banque française, revenir à la monnaie nationale, sortir de la monnaie qui nous pénalise beaucoup et qui finalement ne profite qu'à l'Allemagne. Retrouver la souveraineté permettrait de rétablir les frontières pour filtrer tout ce qui rentre et tout ce qui sort, qu'ils soient humains, marchandises ou animaux. Ce qui permettra de contrôler efficacement l'immigration, voire la stopper totalement pour éviter l'afflux de terroristes djihadistes prêts à faire couler le sang et à semer la mort parmi nous. Bien sûr, avec la volonté politique protectionniste, pour autant sans se couper des partenaires européens et d'autres continents, dans une Europe des nations et des peuples, dans des échanges commerciaux équitables. Au niveau de la France, il serait intéressant d'aborder le sujet des taxes et des impôts sur une autre base qui consisterait à baisser les taxes au niveau alimentaire, produits manufacturés, alléger les charges fiscales des entreprises pour qu'elles puissent respirer, se développer, ainsi que faciliter leur création et générer de l'emploi. Stopper l'immigration de masse, expulser les éléments illégaux et les individus les plus dangereux permettra de diminuer très significativement ce coût et les dépenses faramineuses qui sont très lourds à supporter pour les collectivités territoriales ainsi que pour les contribuables par le biais des taxes de certaines taxes et de l'impôt.
on pourrait faire une pierre deux coups, réduire la criminalité et désengorger les prisons, qui pour certaines sont saturées. Petite pensée pour les gardiens de prison qui sont en train de manifester. La sortie par le Frexit pourrait, au niveau agricole, relancer, retrouver notre autonomie alimentaire et mieux développer les cultures et de l'élevage alternatif, du fait que nous serions plus sous la dictature de Bruxelles. Je voudrais conclure cette piste de réflexion par un petit rappel, celle de la disparition de la Constitution au 1er janvier 2017 par la signature de Manuel Valls du décret numéro 2016-1675 le 5/12/2016. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Une voix féminine avant que nous donnions la parole au moins sur les interrogations aux grands témoins à la tribune. Oui. La dame avec des lunettes. Bonjour à tous. Moi, j'ai juste deux petites questions, Monsieur Bayrou. Tout le monde parle d'économie, tout le monde nous parle, à nous, peuple de France, qu'on soit gilets jaunes ou pas, qu'il faut qu'on soit plus solidaire, qu'on soit plus écologique, qu'on fasse plus attention, qu'on paye bien nos taxes. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est que pour la planète, on veut que ce soit les pollueurs qui soient les payeurs. Donc on demande une taxe, que le kérosène soit taxé comme tout autre carburant. C'est vrai, ce n'est pas nous, hein, les petits lambda, qui prenons le plus l'avion. C'est vous, messieurs, dames. C'est vous, monsieur Bayrou, et tous vos confrères, qui prenez l'avion pour aller à Paris, pour aller à Toulouse, pour aller partout. C'est vrai, il faut aller vite, n'est-ce pas, Madame Pascou, hein? Parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps à vite, vite, vite. Mais en attendant, on nous dit le billet de l'avion va être augmenté. Alors ça, c'est pas bien. Il y aura moins de gens pour le prendre. Mais nous, quelque part, qu'on soit gilet jaune ou pas, on s'en moque. Parce que quand moi, je vais faire mon plein, et qu'on m'a augmenté les taxes, que mon plein augmente, c'est mon billet pour aller travailler qui augmente. Et si je ne travaille pas, il y a moins de taxes. S'il y a moins de taxes, il y a moins de rentrée d'argent. Et après, la deuxième petite question que je demande, et que beaucoup de Français demandent, c'est qu'on vous abrogue vos privilèges. Moi, aujourd'hui, comme la plupart des Français, je paye mes funérailles. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai une petite cotisation que je donne. Et vous, parlementaires, élus, que vous soyez encore en activité ou pas, ce sont nous qui payons. N'est-ce pas? Jusqu'en février 2018, vous aviez porte ouverte. Les funérailles que vous payez, enfin que l'État vous payez, à vous, à vos conjoints, à vos enfants, il n'y avait pas de limite. Si. J'ai été sur les... Si. Maintenant, maintenant, ça vous est toujours payé, mais jusqu'à hauteur de 2 500 €. Ah donc, alors, en fait, au Sénat, on dit des bêtises. D'accord? Il n'y a pas que moi qui l'ai lu, ça a été dit, redit, et pas sur Facebook, pas sur BFM et compagnie. Moi, j'ai été carrément écouter la Chambre du Sénat et j'ai été voir les textes. Donc, c'est bien, hein, vous avez des avantages. Moi, je vois, je suis clermontoise. On avait monsieur Giscard d'Estaing qui avait un petit château à Chanona, c'est très bien. Il avait 2 plantons toute l'année, alors qu'il ne va pas. Ça, c'est pas normal. C'est des petites économies de bout de chandelle, mais ce sont des économies qu'on nous demande à nous et qu'on vous demande à vous. Pas à vous personnellement, hein, M. Bayrou. Vous entendez bien. Je n'ai pas l'intention de faire payer mes funérailles en tout état de cause par qui que ce soit. Parce que je n'ai pas du tout l'intention d'avoir à me poser la question de mes funérailles. Mais je vais vous répondre parce que, avec simplicité et franchise. Allez-y. Je crois que vous avez raison. Et moi, je ne savais pas qu'il existait une disposition pour faire prendre en charge les funérailles. Je trouve ça absolument scandaleux. Merci, monsieur Bayrou. Je vous en remercie, parce que je présume qu'ici, il n'y avait peut-être pas grand monde. Et moi, je ne le savais pas. J'ai été député pendant 20, je ne sais pas combien, de longues années. J'ignorais absolument qu'une telle disposition existe ou exista. Monsieur Bayrou, alors peut-être que vous savez également que pour Noël, tous les députés ont eu une prime de 17 000 et quelques €. Non, c'est totalement faux. Ah, alors pourtant, alors c'est les sénateurs, merci. Enfin, les sénateurs, je ne sais pas, je n'ai jamais été sénateur. Vous savez que dans cette prime, ça a été écrit dans les titres de journaux, entre autres ceux d'ici, La République, 800 € de prime pour un sapin de Noël.
Mais Dans c'est quoi n'importe quoi. Ah ben alors, Madame, donc, je vous assure. je C'est suis dommage que j'ai prêt. pas- Je suis Eh bien, prêt. grattez, allez regarder alors. Allez Je regarder. suis prêt. Allez regarder. Moi, j'ai pas de débat avec vous. C'est n'importe quoi. Ah non, mais c'est pas. Il est encore une fois, sur les funérailles, j'ai jamais été enterré, j'ai pas Ah l'intention bon de l'être. Ah Mais- ben vous appelez pas Jésus. Mais, Dommage. et heureusement, aucun membre de ma famille proche, mes parents l'ont été, bien sûr, mais sur les funérailles, je crois que vous avez raison. Sur le reste, c'est une totale invention. Ah mais non, je vous assure que non. Mais non, mais madame, j'ai été député pendant... Vous voyez, écoutez-moi, je vais vous dire juste une chose. On est devant une évolution de la manière de discuter en France qui est à mes yeux une évolution inquiétante. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des opinions et il y a des réalités. Qu'il soit presque 7 heures du soir et qu'on soit à l'entrée du crépuscule parce qu'on est au mois de mars, c'est une réalité. Or, le débat maintenant, il glisse, il dérive sur le fait que quand on vous dit « Madame, ça n'existe pas », alors on vous répond « Mais ça, c'est votre opinion, j'en ai une autre ». Mélanger la réalité, le constat de la réalité, avec une opinion, ça, c'est une dérive du débat qui empêche toute réflexion. Je vais citer un exemple très simple. Il y a eu des débats pour dire on a signé un traité pour rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est n'importe quoi. C'est comme vos 17 000 € ou les 800 € du sapin de Noël. C'est n'importe quoi. Alors, je vous assure, je vous garantis, je mets ma parole en gage qu'il n'y a aucune prime de Noël ou de premier de l'an pour les députés, les sénateurs, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Et il n'y a jamais eu de prime de sapin de Noël. C'est n'importe quoi. On fait croire aux Français n'importe quoi. Moi, je demande qu'on rétablisse le réel, qu'on puisse émettre des opinions, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, puisqu'on a les 5... Les quoi? Ah, ils ont mis une piscine comme chez vous. Hein. Bah, moi non plus, mais enfin, non. Alors, on va répondre à la question, qu'est-ce que le professeur Denis de Béchillon va répondre à la question, qu'est-ce qu'est le Conseil constitutionnel? Qu'est-ce qu'est le Conseil économique et social et environnemental? Je vais m'en tenir aux 4 minutes pour respecter la règle générale. Donc on m'applique le Conseil constitutionnel, c'est votre ami. C'est peut-être même le plus précieux de vos amis. Pour le faire très simplement, c'est un juge qui est là pour vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. La Constitution, c'est ce qui contient vos droits fondamentaux, ce que vous recherchez, le principe d'égalité, par exemple, est dans notre Constitution. Or, il se trouve que le législateur, aujourd'hui comme hier, de temps en temps, fait des bêtises et viole la Constitution. Jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel soit créé, c'était totalement transparent, ça n'avait pas de conséquences, des lois inconstitutionnelles étaient votées, elles s'appliquaient et personne n'y pouvait rien. En 1958, on a créé le Conseil constitutionnel tout doucement pour mettre fin à cette situation qui est très choquante. Mais il a fallu attendre que le président Giscard d'Estaing ouvre la capacité de saisir le Conseil constitutionnel à l'opposition politique. Jusqu'en 1974, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre, le président de la République, qui était... Je descends, je descends de mon piédestal, c'est bien, c'est une bonne image. Ils étaient tous naturellement issus de la même majorité politique. Et donc, naturellement, ils n'avaient aucune espèce d'intention, d'intérêt à saisir le Conseil constitutionnel, puisqu'il s'agissait de contrôler les lois qu'ils avaient eux-mêmes fait voter. Et en 1974, le président Giscard d'Estaing a stimulé une révision de la Constitution pour que 60 députés ou 60 sénateurs puissent saisir le Conseil constitutionnel. 60 députés ou 60 sénateurs, c'est l'opposition politique. Et elle, évidemment, elle a intérêt à ce que les lois qu'elle conteste soient examinées par le Conseil constitutionnel et, le cas échéant, annulées.
Ça a très bien fonctionné et ça a considérablement amélioré la protection de vos droits, de nos libertés fondamentales. La liberté d'aller et de venir, le principe d'égalité, etc. Mais il a fallu attendre 2008 pour qu'une dernière étape soit franchie. Ni vous ni moi ne pouvions saisir le Conseil constitutionnel. Alors c'est ce qu'on a fait en 2008. On a permis qu'à l'occasion d'un procès, un procès tout à fait ordinaire, celui que vous et moi pouvons intenter presque tous les jours, on puisse, nous, contester la constitutionnalité de la loi qu'on doit nous appliquer. C'est de nouveau un très grand progrès pour la protection de nos droits et de nos libertés. Donc le Conseil constitutionnel, il faut évidemment souhaiter qu'il soit bien composé, qu'il fonctionne bien. Il faut critiquer ses décisions quand elles nous apparaissent mal fondées, mais c'est un des rouages les plus importants de la protection de nos droits, et pour ça, il faut l'aimer. Conseil économique et social, je vais très vite. Vous savez, c'est très simple. L'Assemblée nationale, elle représente la nation. Le Sénat représente fondamentalement les collectivités territoriales. Et il y a un troisième groupe, une troisième entité qui n'est pas bien représentée. C'est l'ensemble de ce qu'on peut appeler la société civile, les entreprises, les associations, tous ceux qui font vivre le pays autrement. Et c'est à ça que sert le Conseil économique et social, à offrir cette représentation-là. Alors évidemment, il a beaucoup moins de pouvoir que les deux autres. Il a simplement une capacité de formuler des avis, de produire des expertises. Mais justement, on a voulu plutôt le renforcer en lui donnant des compétences environnementales. Et dans le projet de réforme constitutionnelle actuel, il est question de le renforcer beaucoup, notamment pour qu'il puisse réfléchir mieux aux lois à venir et qu'il soit une force de conseil donnée à l'Assemblée et au Sénat dans l'ensemble des domaines où il est bon d'avoir la connaissance un peu précise de ce que les entreprises, les associations, les corps constitués peuvent savoir. Bravo. Quel talent. On pourrait imaginer que le Conseil économique, social et environnemental soit plus ouvert. Pas seulement à des syndicalistes, à des représentants de corps intermédiaires, on pourrait imaginer qu'il soit plus ouvert. Mais ceci est un autre sujet. Attendez, je n'ai pas fini. Madame, vérification faite sur la prime de Noël. Bien sûr, il n'y a jamais eu de prime de Noël. Il y a un groupe au Sénat, qui est le groupe UMP. Je dénonce personne, c'est la vérité, parce qu'il va y avoir... voilà. Ce groupe-là, en effet, distribuait à ses membres une prime, et c'est, à mes yeux, totalement illégal. Pas seulement au mien. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est un groupe qui a dérivé. Voilà. Jusqu'en 2015, parce qu'ils se sont fait, comment dire, choper. Voilà. Très bien. Voilà. En tout cas, c'est totalement anormal. Non, mais je comprends votre indignation, c'est la mienne. Mais il n'est pas vrai que ce soit Assemblée nationale et Sénat. On va passer à des questions. On a fini par des questions masculines, c'est ça? Non, féminines. Alors, masculine. Attendez, là-bas, monsieur. Oui, alors c'est pour en revenir aux questions d'organisation de l'État et des collectivités. Je voudrais faire quelques constats et ensuite énoncer quelques propositions. Les constats, c'est que tout le monde constate qu'il y a trop d'échelons entre l'État et la collectivité de base, qui est la commune, et que des doublons fréquents existent et le citoyen ne s'y reconnaît pas toujours. Bon, quelles sont les solutions? Là, je ne les connais pas. Et le deuxième constat, c'est sur les grandes régions. Alors là, la pertinence de ces grandes régions n'est pas démontrée. Et l'opinion la plus répandue, c'est que ça n'a pas amené d'économie d'échelle, peut-être même au contraire. Et on a un exemple bien frappant de notre Nouvelle-Aquitaine. Quoi de commun entre Pau et Guéret, entre les Pyrénées bon, 500 km pour aller de l'un à l'autre, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors,
on peut faire toutes les propositions qu'on veut, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais revenir en arrière sur ce sujet. L'autre constat, c'est sur la simplification des démarches administratives. Tous les gouvernements prétendent qu'ils vont lancer la simplification. Alors, il y a quelques effets qui arrivent, et 3 ans après, tout est remélangé et tout redevient comme avant. Et puis, le dernier constat, c'est les services publics et la couverture santé qui désertent de plus en plus les zones rurales. Alors, ça, c'est un constat aussi. Alors, en termes de propositions, la décentralisation, application stricte du principe de subsidiarité qui veut qu'on ne fait pas faire au niveau supérieur ce qu'on peut faire au niveau inférieur, en redéfinissant tous les domaines de compétences de chaque niveau. L'État central devrait garder que les fonctions régaliennes, toutes les autres pouvant être décentralisées. Bon, j'ai plusieurs exemples, mais je ne vais pas les citer, ça prendrait trop de temps. L'État devrait garder uniquement des fonctions normatives et de vérification de l'application des règlements. Alors, j'avais mis entre parenthèses le château de Pau qui dépend du ministère de la Culture, avec ses hectares de bois. Bon, pourquoi c'est géré depuis Paris? On peut se poser la question aussi. Donner à chaque niveau administratif une part d'autonomie fiscale, de façon à ce que les choses puissent être connues sur le plan local. C'est un détail, mais j'ai noté aussi l'incohérence du réseau routier entre les nationales et les départementales. Pour aller de Bordeaux au Somport, on passe successivement de nationale à départementale sur la même route. Ça n'a aucun sens et ça devrait être calqué sur les réseaux européens. Au niveau de la simplification administrative, ben là, il faudra qu'un jour définir des objectifs et s'y tenir, le tout en cohérence avec la décentralisation. Regroupement des communes, définir une taille critique, bon, peut-être 2500 habitants, je ne sais pas, en dessous de laquelle les communes devront obligatoirement se regrouper, soit à leur initiative, soit par contrainte réglementaire. Cette obligation devra être accompagnée d'avantages financiers. Enfin, sur la ruralité, généraliser à partir des expérimentations en cours les maisons de services publics et y adjoindre, si possible, des maisons de santé sur le même modèle. Revoir le maillage hôpitaux, maternités, maisons de santé et pour les définitions ci-dessus, prendre en compte non pas la population, un ratio de population, mais les distances à couvrir pour atteindre un de ces points que j'ai cités. Merci beaucoup. On va reprendre tout à l'heure les réponses. Quel est votre prénom? Jean-Louis. Ben, je suis un Jean-Louisiste, en tout cas sur les régions. Bon, mais je m'arrête là, on en parlera après. Une main féminine. Oui. Alors, je voulais vous adresser ce message, Monsieur Bayrou. Je sais que ça va paraître un hors-sujet pour beaucoup de personnes ici, mais il faut savoir qu'en fait, 81% des Français sont pour la cause animale et la défense des droits des animaux. Vous avez dit vous-même associer les animaux à des êtres sensibles. Je voulais vous poser une question. Enfin, d'abord vous dire, en 2017, nous avons, avec un humoriste que vous connaissez, on a essayé de vous interpeller, en fait, en vous disant que la double souffrance d'un animal était d'être abandonné à Pau. Il y a un véritable problème sur les animaux sur Pau. Je pense que vous en avez connaissance. Je parle de la SPA. La SPA où encore aujourd'hui, en 2019, on attend des réponses, on attend des choses qui devraient être faites. C'est quand même malheureux qu'aujourd'hui, il n'y ait pas autant de tolérance et de compréhension. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indifférence à ce sujet. Je vous cite aussi la Fondation Brigitte Bardot qui a fait une pétition où il y a eu ici à Pau 13 000 signatures vous demandant d'arrêter les cirques avec les animaux sauvages.
Cette pétition n'a pas été prise en compte par vous. Vous n'avez pas donné de réponse. Vous êtes complètement dans l'indifférence sur ça et sur beaucoup de choses sur la cause animale. Aujourd'hui, voilà, devant tout le monde, j'aimerais, parce que je vous ai aussi moi-même écrit des courriers où je n'ai pas eu de réponse non plus. Donc je vous interpelle, à quand enfin des droits dans les animaux, à quand enfin une SPA à Pau, quand c'est qu'on va reconnaître enfin que les animaux ont une place ici dans notre société? Eh bien, vous voyez, je ne sais pas si vous avez été envoyé par les étoiles, mais vous allez avoir des réponses parce que la décision, en tout cas le principe de la décision, a été prise cet après-midi, où nous avions une réunion sur ce sujet. En effet, la SPA de Pau a été fermée pour 2 raisons majeures et que je ne regrette absolument pas. D'abord, un état d'insalubrité incroyable. Il y avait, je n'exagère pas, il y avait des rats de 70 cm, des rats par centaines dans le refuge de la SPA. C'était insupportable pour quelqu'un qui aime les animaux. Et deuxièmement, il y avait euthanasie systématique des chiens. Au bout de 15 jours ou 3 semaines, on les tuait. Et je trouve, pour moi, que ceci est absolument honteux. Et donc, je puis vous apporter une réponse précise. On a désormais obtenu tous les permis de construire. On a bloqué les financements. Le refuge sera fini pour le mois de décembre 2019. Et nous allons le confier à la Société protectrice des animaux nationale parce que leur engagement est de ne jamais euthanasier un chien, sauf s'il est mourant ou dangereux. Et donc, à partir du mois de décembre 2019, vous aurez, comme je m'y étais engagé, le refuge et la SPA pour recueillir les animaux. Et donc, pour moi, je trouve que... Alors, c'est un gros investissement, hein. C'est 2,5 millions d'euros que nous allons consacrer à la SPA. Mais je trouve que c'est quelque chose de très important et de très juste, pas seulement pour les animaux, mais pour une certaine idée de l'humanité. Vous aviez dit que j'ai souvent exprimé que oui, les animaux étaient des êtres sensibles. Et donc, de ce point de vue-là, on aura fait un pas décisif en avant. Mais je ne veux pas que vous ignoriez que, cependant, pendant la période, on avait un accord avec un organisme qui s'appelle la SECPA et qui recueillait les animaux. Donc, ce n'était pas une ville qui ne faisait pas face à ses obligations. Voilà, décembre 2019, ouverture du refuge, et c'est la SPA nationale qui s'en occupera parce qu'ils ont pris l'engagement de ne pas euthanasier les animaux. Voilà. Masculin, pardon, je vous ai répondu tout de suite parce que c'était un peu en dehors du débat. Bonjour, Jacques Mortier de Saint-Detz. Oui, je prends la parole assez vite parce que j'ai entendu parler de fusion de communes. Je crois qu'il faut quand même jeter un petit œil sur le futur. Le futur, je crois qu'il y aura une guerre civile au XXIe siècle entre les scientifiques qui veulent un homme augmenté en humanité et les scientifiques qui veulent un homme augmenté en technologie. Et en conséquence, dans notre monde de plus en plus en déshumanisation, aussi bien au niveau local que national qu'international, il me paraît essentiel qu'une unité de proximité existe. Et cette unité, en France, sans aucun doute, ce sont les communes. Je crois que là, très clairement, il faut le dire, les communes doivent vivre. Alors, bien sûr, s'il y a 5 habitants, 10 habitants, mais surtout pas. Je dis que à 300 habitants, voilà, en dessous de 300 habitants peut-être, mais l'unité de base, c'est la commune. Alors, dans ce cadre-là, je crois que je suis sympathisant Gilets jaunes, vous le savez, et un petit peu, j'ai pris l'initiative de faire le lien entre les Gilets jaunes que j'étais jusqu'à la fin de mes études, ainsi que les puissants dont j'ai fait partie ensuite.
je crois que le point clé, je crois qu'on peut sortir, je regarde le chronomètre, sinon je vais me faire accrocher. Oui, donc la commune essentielle. Le deuxième point que je veux dire, je crois qu'on peut sortir de la crise des gilets jaunes, comme on l'appelle, et je voudrais en dire un petit mot. Je crois que nous partageons tous la même chose, les gilets jaunes, et je peux affirmer qu'il y a un travail énorme qui est fait, à la fois d'essayer de structuration, d'énergie dépensée, de fraternité également. Je crois qu'on peut sortir en permettant aux politiques qui regrettent de ne pas avoir l'appui des populations, en permettant ensemble, quelles que soient les opinions des uns et des autres, de traiter des questions qu'on ne peut pas traiter sans la poussée du peuple. Et très clairement, pour avoir de l'argent, je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois, ce sont les fraudes fiscales et puis la taxe Tobin. Très clairement, là, il y a une réserve d'argent phénoménale qui peut permettre de régler facilement la transition sociale que souhaitent les Gilets jaunes et que souhaitent les 3/4 de la population. Voilà. Et je crois que là, ça serait bien qu'il y ait quelques hommes d'État qui expriment qu'ensemble, qu'on lance le projet pour sortir par le haut, non pas pour sortir, mais pour entrer dans un nouveau modèle de société. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vois que j'ai encore un peu de temps. Dans cet esprit, ceux qui sont intéressés, dimanche à Jurançon, il y a un thème colibri sur lequel je me suis beaucoup investi avec Pierre Rabhi, lance un thème qui intéresse, qui est le même thème que les colibris. Comment imaginer et construire un Béarn solidaire et écologique. Voilà. Ensuite, mercredi, ensuite un peu plus tard, il y a l'Assemblée citoyenne. Un petit peu plus tard encore, je lance le vendredi dans ma commune, je vais jouer à M. Bayrou dans ma commune, à faire à la fois l'animateur et puis j'apporterai un peu ma contribution aussi. Voilà, sur le thème comment booster en humanité nos communautés villageoises, en apport et en appui aux conseils communaux, aux conseils municipaux, avec une attention particulière pour les plus fragiles. Voilà, et je terminerai en sachant qu'à Cerf-Morlaix, il y a aussi un débat sur les jeunes dirigeants. En tant que vieux dirigeant, je serai présent. Merci beaucoup.